Bonjour à toutes et à tous, je me présente Sabrina Boulanger, chargée de projet en prévention chez Harmonie Mutuelle. Et c'est avec grand plaisir qu'Harmonie Mutuelle vous accueille aujourd'hui à cette conférence d'une heure sur le thème La sieste, amis ou ennemis. Cette conférence s'inscrit dans le cadre du programme national Demain s'invente aujourd'hui, proposé par Harmonie Mutuelle depuis plusieurs années. Ce programme est destiné à tous nos adhérents âgés de 50 à 70 ans et il a pour objectif de vous accompagner à préparer, anticiper, organiser ou tout simplement profiter pleinement de cette nouvelle tranche de vie en autonomie et en bonne santé. Pour cette édition 2024, 20 webinaires sont à ce jour programmés et nous vous proposons différentes thématiques animées par des experts qui vous partageront conseils pratiques et points de repère pour passer d'une vie active. Alors, je vais vous faire défiler en même temps. Pour profiter d'une vie active à une retraite positive. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire via le lien qui est joint dans la barre de conversation à droite ou directement sur le site Harmonie Mutuelle. Prévention. Une documentation en lien avec cette thématique est par ailleurs directement téléchargeable depuis la touche Apps en bas à droite de votre écran. Pour le bon déroulement de cette séance, vos micros et caméras sont coupés. Si vous avez des commentaires à effectuer au cours de la conférence, je vous invite à les inscrire dans l'onglet Chat en bas de votre écran. Et si vous avez des questions à poser, je vous invite à les inscrire également. Daniel Glohagen, excusez-moi, notre partenaire avec qui nous collaborons très régulièrement, c'est à vous. Et je vous souhaite à tous et à toutes une agréable rencontre. Donc je vais tout de suite demander si on m'entend correctement avant de commencer. C'est le cas. Écoutez, je vais commencer. Donc je vais déjà commencer par remercier Harmonie Mutuelle pour la confiance qu'elle me donne à chaque fois pour me permettre d'intervenir sur tous ces événements, ainsi que Sabrina Boulanger et Bénédicte, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc aujourd'hui, cette thématique, c'est sur la sieste. Alors on est un petit peu tard pour la sieste, mais rien n'est perdu. Je pense qu'avec cette conférence, vous allez vraiment vite vous endormir. C'est le but de la conférence, mais vous allez louper toutes les informations. C'est bien dommage pour ceux qui vont s'endormir. Alors, voilà. Alors, la sieste, on va tout de suite faire un petit peu d'historique. Elle est vieille comme le monde. On va faire un petit peu d'histoire. D'abord, le mot sieste, ça vient de l'espagnol siesta ou du latin sexta hora, qui signifie 6e heure du jour, sachant que globalement, les gens, ils se levaient à 6 heures du matin, été comme hiver pour travailler. Donc, si c'est 6-12, c'est à peu près aux alentours de midi, quoi. On parle aussi de la pause méridienne. Hein, c'est une métaphore pour parler finalement de la sieste ou de ce moment de la journée où vraiment on a vraiment envie de dormir, on est somnolent. La sieste, elle existe depuis que le monde est monde. Tout le monde, un jour ou l'autre, a fait une sieste. Les enfants, bien entendu, les adolescents, tout à fait, ils font des siestes, surtout quand ils n'ont pas dormi de la nuit. En fait, à tous âges, tous sexes confondus, on fait des siestes. Alors, parmi les gens qui sont connus pour avoir fait de la sieste un art, on peut citer Napoléon, Léonard de Vinci, Salvatore Dali, Jacques Chirac, le pape François, Winston Churchill ou encore Einstein. Et le dernier en date qui l'a vraiment beaucoup popularisé, c'est le footballeur Cristiano Ronaldo qui doit faire 6 pauses, 6 siestes par jour. Entre 2 séances d'esthétique, de coiffeur et d'abdominaux, il fait des siestes. Puis de temps en temps, il joue au football. Et dans certains pays comme au Japon, c'est même une institution. Alors en Chine, elle est dans la Constitution depuis 1948, c'est-à-dire que c'est un droit pour les Chinois de faire une sieste. Il faut dire que quand on travaille 80 heures par semaine, on peut aussi avoir envie de dormir dans la journée. Et c'est une caractéristique de la plupart des mammifères, hein, diurne ou nocturne, on fait des siestes. Hein. Certains pensent que la sieste est carrément inscrite dans notre génome, dans notre ADN. Ça, pour l'instant, on n'en sait rien, mais c'est un besoin physiologique et presque une obligation pour certains d'entre nous. Et enfin, les navigateurs en solitaire, eux, ils la pratiquent, mais ils pratiquent plutôt un sommeil parsemé. Ils font 8 siestes par jour d'une demi-heure ou de 10 minutes. Et en fait, ils ne dorment vraiment, ils ne font jamais vraiment une longue nuit, ils font que des siestes où ils récupèrent, mais bon, ils sont habitués à ça. Alors, c'est quoi juste la sieste? Alors bon, de toute façon, la sieste, comme j'ai dit tout à l'heure, vous l'avez toutes pratiquée, toutes et tous pratiqué un jour. On peut la définir comme ça, c'est un repos pris dans la journée. Le plus souvent, c'est vrai, après le repas de midi, ça peut être éveillé ou un petit peu, ou un petit temps de sommeil ou un petit peu entre deux eaux. On peut faire aussi une sieste le matin. Quelqu'un qui s'est levé à 4 heures du matin pour travailler, à 11 heures, il peut avoir le droit de faire une petite sieste. Donc, il ne faut pas retenir que la sieste, c'est obligatoirement l'après-midi et obligatoirement après le repas. On peut faire une sieste à tout moment de la journée, dans la mesure où la sieste, c'est
un moment de récupération. C'est le seul remède à la privation de sommeil. Quand vous êtes au volant, que vous avez vraiment envie de dormir, vous pouvez tout essayer, mettre de la musique, ouvrir les fenêtres, manger, discuter, téléphoner. Il y a un moment où la seule chose qui vous permettra de passer le cap de la somnolence et de vous sentir bien au volant, c'est de vous endormir. De préférence, pas au volant, plutôt sur une aire d'autoroute. Alors la sieste peut être longue, elle peut être courte, elle peut être profonde, elle peut être superficielle. En fait, il y a autant de siestes qu'il y a de personnes à la faire. Et, tout le monde n'est pas égal devant la sieste. Certains feront des siestes d'une demi-heure, d'autres auront du mal à rentrer dans 5 minutes de sieste. Vraiment, on est tous assez différents quant à la sieste. Alors, qu'est-ce que c'est au juste? On l'a vu, c'est un besoin de récupération, c'est un besoin physiologique qui est donc naturel, donc qui est prévu par la nature, ce qui permet de recharger ses batteries afin de pouvoir terminer sa journée, donc d'avoir un regain d'énergie. Donc, il ne faut pas culpabiliser la sieste. Faire la sieste, ce n'est pas un feignant, c'est quelqu'un justement qui a suffisamment travaillé pour être assez fatigué pour faire une sieste. Je dirais à la limite que ceux qui ne font rien n'ont pas besoin de sieste. Mais même ceux qui ne font rien font la sieste aussi. Donc, vous voyez, c'est vraiment un besoin physiologique qui concerne tout le monde. Elle nous permet de respecter notre horloge biologique et nous envoie donc des signaux qu'on verra tout à l'heure. Alors, elle est fréquente dans l'enfance, bien entendu. Les enfants, à l'école, à la crèche, à la maternelle, ils font des siestes. Effectivement, en CE1, CE2, tout ça commence à partir, à ne plus être fait, mais normalement, on devrait la faire. C'est pas l'apanage des enfants et des seniors, hein. C'est surtout très important quand on est en travail posté ou travail de nuit. Alors, pourquoi éprouve-t-on le besoin de faire une sieste? Bon, là, je viens déjà de le dire, on l'a déjà abordé. C'est à cause de la pression du sommeil. Pression du sommeil, c'est cette chose finalement qui, c'est pareil pour le sommeil de nuit, hein, qui fait que peu à peu dans la journée, on a ce besoin irrépressible de s'endormir. Euh, pour ce qui est du sommeil, on considère que 17 heures de veille font que le sommeil arrive. Donc, quand vous restez 17 heures éveillé, au bout de la 18e heure, vous avez envie d'aller vous coucher. Ben là, la sieste, c'est un petit peu ça. C'est moins pressant que le sommeil du soir, mais ça reste quand même assez important. Euh, c'est une baisse de la vigilance. Donc, on connaît tout ça. On a mangé à midi, on prend sa voiture, il est 15 heures. On est sur l'autoroute, on se traîne un petit peu, puis petit à petit, le niveau de vigilance baisse, c'est là que ça devient dangereux. Donc, ça correspond finalement à un début de somnolence. Comme on vient de le dire, plus la veille est longue, plus on aura envie de faire une sieste. Alors, un petit rappel, il y a 6 portes du sommeil, hein, c'est les portes du sommeil de la vie, un physiologiste qui les avait bien cernées. Et il y en a 3 qu'on connaît particulièrement, c'est donc l'heure de la sieste, entre guillemets, traditionnelle, 13 heures, entre 13 et 15, la porte du sommeil de l'entrée de soirée entre 21 heures et 22 heures, et aussi au milieu de la nuit entre 2 heures et 4 heures. Ça, c'est les 3 portes du sommeil qui sont vraiment constante chez quasiment tout le monde, mais on en rajoute d'autres, certains le matin, une petite porte du sommeil, d'autres vers 16 heures, donc, et puis d'autres vers 5 heures, 6 heures du matin quand ils ont travaillé toute la nuit. Donc vous voyez, il y a 6 portes du sommeil, et dans ces portes du sommeil, je dirais pas obligatoire, mais très fréquente, il y a la porte de la sieste. Alors, là, c'est là que vous allez pouvoir commencer à dormir, encore que les chiffres sont assez intéressants. La moitié des seniors font des siestes. Les seniors, ça commence à partir de 50 ans. Je m'en passerai bien, mais c'est comme ça. En moyenne, donc les plus de 50 ans font 3 siestes par semaine contre 6 après 80 ans. La raison, elle est simple, hein. Entre 50 et 62, 64 ans, on travaille, donc on n'a pas vraiment les moyens de la faire. Enfin, tout le monde ne peut pas le faire. Et après 80 ans, les gens sont en inactivité. Ils peuvent se permettre de faire des siestes tous les jours s'ils le veulent. Donc ce chiffre-là révèle simplement l'impossibilité qu'on a après 50 ans de faire des siestes parce qu'on est encore en activité. Chez les 50-60 ans, c'est des siestes qui sont assez courtes, alors que chez les 80 ans, elle peut dépasser 1 heure, voire 2 heures l'après-midi. Alors, petit chiffre qui est intéressant, c'est 80% des Français ont un coup de barre au cours de la journée de travail. 80%, c'est quand même assez important. Alors, quand vous avez votre coup de barre au volant dans le cadre de votre travail, que vous êtes chauffeur routier ou conducteur de bus, vous voyez un petit peu le risque que ça représente. Et ces Français qui ont donc un coup de barre disent avoir un impact négatif sur la qualité de leur travail. Effectivement, quand on ne dort pas, quand on est fatigué, on ne peut pas se concentrer, on travaille moins bien, on a des accidents de travail, etc. On reverra ça plus tard. Chiffre intéressant, 26% des salariés font des siestes en cachette. Alors, la fameuse sieste en cachette, c'est être planqué derrière son écran, pour ceux qui travaillent derrière l'écran, se mettre sur
le bras comme ça, et puis faire semblant de regarder son écran, puis s'endormir derrière, ou faire semblant de réfléchir, les yeux fermés. Bon, on l'a tous fait, ou même carrément parfois s'endormir au volant sur une aire d'autoroute. Donc les gens font ça, et 26%, c'est quand même assez important. Et d'un autre côté, c'est peut-être des gens qui ne font pas d'accident après. 12% des employeurs sont favorables à la sieste sur le temps de travail, donc c'est un chiffre qui est important, qui grimpe de plus en plus au fur et à mesure que les études sortent en disant que les entreprises qui permettent aux salariés pendant leur temps de travail de faire des siestes, eh ben, c'est des entreprises qui sont plus productives, dans lesquelles il y a moins d'accidents de travail, moins de burn-out, et avec une meilleure efficacité. Donc quelque part, les dirigeants commencent à se rendre compte que la sieste devient un outil de performance. Autre chiffre, 30% des plus de 50 ans, de 65 ans souffrent d'une somnolence excessive en journée. Ça veut dire qu'à partir de 65 ans, c'est quasiment une personne sur trois qui a vraiment un risque important de s'endormir pendant sa journée, que ce soit au travail ou chez elle ou en voiture. Alors, après 65 ans, il n'y a plus beaucoup de monde à travailler, mais il y en a encore, donc ces gens-là doivent bien comprendre que cet appel à la sieste doit être respecté, quoi. Et certains ont ces troubles-là, enfin cette envie de sieste, simplement parce qu'ils ont des troubles du sommeil. Alors on peut noter dans les troubles du sommeil le syndrome des jambes sans repos, le ronflement, les apnées du sommeil, les douleurs dans le dos, la dépression, le syndrome inflammatoire, donc toutes ces pathologies, le reflux gastro-œsophagien aussi qui réveille la nuit avec ses brûlures et ses remontées acides dans la bouche. Donc tous ces gens-là, donc finalement dorment mal la nuit et en journée ils ont besoin d'une sieste pour récupérer. Enfin, dernier chiffre qui, à moi, je trouve le plus étonnant, 69% des Français sont favorables à l'installation de la sieste dans le temps de travail. Moi, je me demande qui sont ces 31% qui n'en veulent pas. Il n'y a quand même pas 31% d'employeurs en France. Donc, c'est un chiffre qui me paraît curieux. Il y a des gens qui n'ont pas envie de faire la sieste alors qu'ils devraient la faire. Bon, ben, c'est comme ça. Alors, on a vu ce que c'était que la sieste. Maintenant, à quoi ça correspond comme type de sommeil? Alors, pour comprendre ça, il faut quand même me rappeler qu'il y a 3 types de sommeil. Il y a le sommeil lent léger, le sommeil lent profond et le sommeil paradoxal. Le lent léger et le lent profond, c'est un sommeil dans lequel on est en atonie totale. Le cerveau se met en veille, donc il s'endort, le cerveau s'endort, on va dire comme ça, et c'est à ce moment-là qu'on va récupérer au niveau physiologique, au niveau musculaire, au niveau cérébral. Donc c'est un sommeil qui est très important. Alors que le sommeil paradoxal, c'est un sommeil qui permet plutôt, donc c'est celui qui est en fin de nuit et qui est plein de rêves et qui permet plutôt une récupération cérébrale, des aptitudes cérébrales à la concentration, à la créativité. En fait, on ne sait pas trop pourquoi il y a ces 2 types de sommeil. Une chose est sûre, c'est que les gens qui n'ont pas de sommeil paradoxal, et il y en a qui sont pas bien, et ceux qui n'ont pas de sommeil profond que du paradoxal ne sont pas bien non plus. Donc les deux sont vraiment complémentaires. Alors, la sieste, en fait, c'est du lent profond. C'est-à-dire que c'est un sommeil très réparateur du point de vue physiologique, physique, musculaire, même au niveau cérébral. Donc, c'est ça qui permet de recharger ses batteries physiques. Donc, cette sieste est précédée d'un endormissement, c'est-à-dire, effectivement, il est 15 heures, on est chez soi, on ne travaille pas, on se met dans le canapé, on dit tiens, je vais regarder les informations, puis on s'endort devant. Ou alors, on est en train de lire un livre, on s'endort. Ou alors, on est au travail, on a un gros coup de barre vers les 14-15 heures. Voilà. Donc, ça c'est précédé donc par cet endormissement dont on va voir les caractéristiques. Alors, les symptômes de l'endormissement, là, vous les connaissez tous, hein, c'est la torpeur, c'est-à-dire on commence à entrer dans une zone de brouillard, on n'est plus trop attentif à ce qui se passe autour de nous, les yeux qui sont rouges ou qui piquent. Donc, effectivement, c'est flagrant chez les enfants, les adultes moins, mais un enfant qui commence à se frotter les yeux, c'est souvent un enfant qui a envie de dormir. Les parents, au bout d'un moment, ils repèrent ce petit signe. La tête lourde et qui se balance, alors ça, c'est en voiture, hein, c'est la tête qui n'arrête pas de tomber, ou devant la télévision aussi. Les paupières qui clignotent et les yeux qui peinent à rester ouverts, et ben effectivement, quand on commence à avoir les yeux qui papillotent, quand on est en voiture, par exemple, c'est vraiment le moment de s'arrêter. L'absence de mouvement, c'est-à-dire que quand on est dans cette phase d'endormissement, effectivement, on est plutôt immobile et on ne bouge plus. La respiration calme, c'est la respiration du sommeil.
Et enfin, les bâillements. Alors, les bâillements, il faut vraiment bien les considérer parce que quand on commence à avoir les bâillements, et là, rien qu'en disant le mot, je pense qu'il y en a à peu près la moitié d'entre vous qui doivent se mettre à bâiller, mais c'est normal, c'est réflexe. Quand on commence à avoir les bâillements, c'est que le sommeil profond est là, c'est-à-dire qu'il va arriver dans les secondes qui suivent. C'est-à-dire, quand on bâille, on s'endort très rapidement après. Donc c'est vraiment le dernier signe qui doit nous imposer de nous arrêter dans notre activité, surtout si c'est une activité professionnelle à risque. Si vous conduisez un bus, si vous êtes sur une chaîne de montage, si vous êtes dans une activité dangereuse manuelle et que vous mettez à bâiller au travail, ben, il y a un certain moment, il va falloir vous arrêter, sinon il va vous arriver un problème, quoi. Notamment un accident de travail. Et puis il y a aussi beaucoup de gens qui décèdent vers cette période de 14-15 heures du fait du manque de somnolence. Et pas que dans les accidents de la route, hein, sur tous les gros chantiers aussi, ils font des erreurs, les gens, ben, ils y laissent leur vie, quoi. Alors, on va se remettre un petit peu juste dans le sommeil, finalement, voir un petit peu ce que c'est que le sommeil. On va pas rester là-dessus longtemps. Donc, le sommeil, le cycle du sommeil, c'est un cycle qui correspond, le sommeil plutôt correspond à 5 cycles qui vont s'enchaîner dans la nuit. Vous avez donc la petite locomotive qui est l'endormissement, avec tous les signes qu'on vient de voir. Le sommeil lent, donc il y a cette phase de sommeil où on va récupérer du point de vue physique, au niveau des batteries musculaires, on refait ses enzymes, la peau se régénère, voilà. Ensuite, vous avez entre deux cycles de sommeil qui durent à peu près 1h30, vous avez un petit micro-éveil. C'est un court éveil qui va permettre d'ouvrir les yeux, de constater que bah, tout est calme dans la maison, qu'il ne se passe rien, que la maison ne prend pas feu. Enfin, ce sont des mécanismes, les courts éveils d'alarme qui permettent de tester l'environnement. Les animaux ont ça aussi, hein, ils se réveillent de temps en temps, ils lèvent la truffe pour les chiens et puis ils se rendorment tout de suite. Ce sont vraiment des mécanismes qui nous ont permis de survivre jusqu'à présent et de ne pas rester complètement endormis dans une grotte alors que l'ours rentrait avec sa marmaille. Donc ouais, c'est vraiment très archaïque comme sommeil, mais c'est courant chez de nombreux mammifères. Donc voilà, vous avez 5 cycles dans la nuit et au fur et à mesure de la nuit, vous voyez que vous allez charger votre sommeil en sommeil paradoxal et en avoir en moins profond, quoi. Et quand on regarde le diagramme du bas, on se rend compte qu'on a un sommeil, un éveil actif, hein, c'est moi qui vous parle. Vous êtes dans un éveil calme parce que vous m'écoutez, vous n'êtes pas dans l'activité. Et certains d'entre vous sont déjà en train de s'endormir. Alors, je ne sais pas si beaucoup vont arriver au sommeil léger, mais probablement il y en a certains qui sont en train de regarder l'écran et qui ont les yeux qui commencent à papilloter ou à se fermer. C'est normal. C'est la réussite d'une telle conférence. Alors, on va parler maintenant de la législation du travail et de la sieste. Ça, c'est important parce qu'en fait, il y a en France, en tout cas, aucune législation ni aucun texte, accord ou convention qui légifère la possibilité d'effectuer ou de rendre obligatoire la sieste sur le lieu de travail. Alors, juste un petit aparté, c'est quand même curieux de savoir que sur les bancs d'Assemblée nationale, à 14-15 heures, ils font tous la sieste parce qu'ils ont bien mangé et bien bu le midi et qu'ils sont infoutus de mettre une loi imposant la sieste dans les entreprises quand on sait tous les avantages qu'elles ont. Pareil pour les sénateurs. Donc en fait, les sénateurs et les députés, ils font la sieste dans l'hémicycle, mais ils ne votent pas de texte sur la sieste. Or, il y a certains pays qui l'ont déjà fait, notamment la Chine, mais d'autres aussi l'ont fait, comme le Japon par exemple. Donc cette sieste, elle est soumise au bon vouloir de l'employeur. Donc on a vu tout à l'heure qu'il y avait 12% des employeurs qui étaient favorables à ça. Si tous les employeurs voyaient les résultats de leur entreprise avec une action sieste d'une demi-heure par jour dans le temps de travail et les bénéfices à l'arrivée en termes d'efficacité, de meilleur climat social aussi dans l'entreprise, peut-être qu'ils reverraient leur copie. En attendant, pour l'instant, un employé qui fait sa sieste sur le lieu de travail, il peut être licencié pour faute. Ça passe au prud'homme, bien entendu, et au prud'homme, ils sont moyennement enclins à favoriser la sieste. Donc, si votre employeur n'a pas marqué ça noir sur blanc dans le règlement intérieur et dans la convention, malheureusement, vous ne pouvez pas faire la sieste. Pour autant, de grandes entreprises ont compris l'intérêt et l'ont inscrite dans leur règlement intérieur. Alors, c'est vraiment de très grandes entreprises, hein. Il y en a même qui ont installé des salles de sieste. Alors, vous voyez, hein, je les ai mis, Google, Nike, Apple, Orange, Saint-Gobain, Sanofi,
Pernod Ricard, L'Oréal, Renault, Michelin, pour ne citer que les plus grandes, mais il y en a encore beaucoup d'autres. Alors, bien entendu, il faut aussi des salles de sieste, il faut aussi ce genre d'environnement pour pouvoir faire la sieste au travail, bien entendu. Alors, les bienfaits de la sieste. Alors, on en a parlé déjà tout à l'heure, mais il y en a beaucoup dont on n'a pas encore parlé. Vous avez une réduction du risque cardiovasculaire et de la mortalité. On le verra tout à l'heure sur une étude qui a été faite sur des seniors. Une diminution de la fatigue, ça c'est un petit peu normal. Une amélioration de l'humeur. C'est vrai quand on est fatigué, on a tendance à être un petit peu irritable rapidement. Quand on a fait sa petite sieste, eh ben on se lève, on est content et puis donc en fait on est beaucoup moins irritable parce qu'on justement s'est reposé. Ça lutte contre l'inflammation, c'est-à-dire qu'en fait, on s'est rendu compte dans les dernières études que les gens qui étaient en privation de sommeil, pour une raison ou pour une autre, avaient des taux enfin, une inflammation, des mécanismes inflammatoires nettement supérieurs aux autres. C'est-à-dire qu'en fait, le manque de sommeil, la privation de sommeil augmente l'inflammation. Alors, l'inflammation, c'est les rhumatismes, c'est les atteintes cardiovasculaires aussi. Donc, dormir, c'est en fait se protéger des mécanismes inflammatoires. Bon, on améliore la vigilance. On a bien compris qu'effectivement, quand on est somnolent au volant, qu'on s'endort, et ben quand on se réveille, on est moins somnolent. Donc forcément, ça améliore la vigilance. Ça augmente les performances musculaires et intellectuelles de 20%. Ça a été calculé. Donc, dans tous les métiers qui réclament, par exemple, de la force musculaire, par exemple les ouvriers du bâtiment, effectivement, une petite sieste d'une demi-heure permettrait de les rendre bien plus performants après. Pareil pour les efforts intellectuels, hein, les gens qui travaillent beaucoup, enfin qui ont un travail intellectuel intense, bah, quand ils font une sieste, au réveil, ils sont quand même bien plus performants. Meilleure récupération musculaire et psychique. Signalons d'ailleurs à ce sujet que les footballeurs, avant une finale de Coupe du Monde, les athlètes qui font les Jeux Olympiques, tous ceux qui vont avoir leur compétition le soir, eh ben, l'après-midi, ils font une sieste. Et ils ne rechignent pas à la faire parce qu'ils savent très bien que cette sieste-là va les protéger des accidents musculaires et tendineux et qu'en plus, ils vont être bien meilleurs sur le terrain. Donc, tous les sportifs, tous les footballeurs, à 15 heures, quand ils ont une finale ou un match important à 8h30 le soir, à 15 heures, ils dorment. Chose que nous, on ne fait pas et qu'on devrait faire pourtant. Ça améliore la capacité de mémorisation. Effectivement, on a fait des études. Quand quelqu'un a envie de faire une sieste, qu'on lui demande de mémoriser des mots au hasard, s'il vous envoie pas promener, déjà, vous avez de la chance. Il va mémoriser les mots, il va en oublier la moitié. S'il fait une sieste, vous lui demandez juste après de mémoriser les mots, il n'y aura pas de souci, il va vous les retranscrire. Ça augmente le volume cérébral et ça limite le risque de neurodégénérescence. Alors, ça augmente le volume cérébral, ça augmente simplement, peut-être pas la quantité de neurones, mais ça augmente finalement l'espace l'espace entre les neurones, tous ces espaces intercellulaires, et ça doit favoriser aussi la multiplication des axones, donc la communication entre les neurones. Ça limite le risque de neurodégénérescence. Donc, neurodégénérescence, on entend bien le mot Alzheimer, forcément. Moi, je peux vous dire qu'une personne qui ne dort pas bien la nuit, pour une raison ou pour une autre, a des troubles de la mémoire très, très importants. En fait, dormir la nuit et donc faire des siestes la journée, ça protège de la perte de mémoire et donc ça protège des maladies de la démence et de la maladie d'Alzheimer. Donc, c'est vraiment très important de dormir pour vraiment booster son capital de mémorisation. Ça baisse la tension artérielle. Bon, alors ça la baisse peut-être pas de manière à se passer d'un traitement, mais ça permet de diminuer les chiffres et c'est toujours intéressant à prendre. D'ailleurs, une étude a été faite sur plus de 200 personnes. Une sieste permet de diminuer les chiffres de 2 à 5 mm selon le temps de sommeil. Donc, si vous avez 12,5, vous allez peut-être passer à 12. Si vous avez 14,5, vous allez passer à 14. Là, c'est pas très important. Mais si vous êtes à 15, c'est le chiffre déjà qui impose un traitement anti-hypertension. Si vous êtes à 15 et que vous descendez à 14,5, bah la mise sous traitement devient moins évidente. Donc, vous voyez, ça peut permettre une petite marge entre la personne qui nécessitera d'avoir un traitement antihypertenseur et l'autre. Donc, c'est quand même intéressant. Ça permet aussi de réduire la consommation de sel.
Et donc, dernier petit chiffre, hein, quand on baisse la tension artérielle de 2 mm, ça permet de réduire de 10% le risque d'accident cardiovasculaire. Donc, vous voyez, faire une sieste, ça protège les artères, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc ça, c'est les 10 intérêts sur la santé. En fait, vous pouvez tout mettre dedans, ça doit marcher. Dans la mesure où c'est un mécanisme de récupération, ça ne peut que faire du bien à l'organisme. Mais je vous ai cité quand même les plus importants. Je n'ai pas d'études sur, en tout cas, je n'en ai pas vu sur le rapport entre la sieste et le cancer. Je pense que de façon intuitive, quand on est plus fort, parce qu'on dort, quand on fait des siestes, on est peut-être plus fort aussi pour lutter contre le cancer. Peut-être. Je dis ça, mais il n'y a pas vraiment d'études qui ont été faites là-dessus, quoi. Alors, on a vu les bienfaits chez soi, mais maintenant, on va voir les bienfaits en entreprise. Il y a une amélioration de la vigilance de 54%. Vous vous rendez compte un petit peu, 54% d'amélioration de la vigilance, ça vous fait passer de quelqu'un qui dort à moitié à quelqu'un qui est réveillé. Donc c'est quand même important, notamment dans les métiers à risque. C'est sûr qu'un boulanger qui rate sa baguette, bon, ça n'aura pas des conséquences graves. Mais un conducteur de bus, un conducteur de grue, un ambulancier, un homme qui travaille sur une chaîne ou dans une usine où il y a des presses, un agriculteur, tous ces gens-là, s'ils commettent une petite erreur de jugement ou ont une petite absence, ben ils risquent leur peau. Donc vous voyez que c'est, cette vigilance-là, elle est quand même importante dans de nombreux milieux professionnels. Alors, on diminue aussi l'absentéisme au travail. Alors, il faut savoir que, par exemple, pour le sommeil, un employeur qui se préoccupe du sommeil de ses employés fait passer le taux d'absentéisme du travail de 5,4% à 3,7% de mémoire. C'est-à-dire qu'en fait, des ouvriers reposés parce qu'ils dorment bien la nuit ou parce qu'ils font une sieste pendant le travail s'absentent moins du travail, sachant quand même que les employeurs, ça leur coûte aussi de l'argent. Donc l'employeur a tout intérêt à ce que ses ouvriers ou ses employés ne s'absentent pas trop, ce qui paraît normal. Ça améliore le climat social. Quand vous êtes irrité et que vous envoyez sur les roses vos collègues parce que vous avez envie de dormir et que on l'a tous vécu, bah, envoyer ses collègues sur les plots ou être irritable et avoir de mauvais rapports à ces moments de la journée un petit peu critiques, bah, ça met un mauvais climat social. Donc dormir, c'est aussi renforcer ça. Bon, diminution du risque accidentogène, notamment routier. On l'a vu, c'est un effet supérieur à la caféine, c'est-à-dire qu'il vaut mieux dormir plutôt que boire du café. Ça améliore la performance au travail, la productivité et donc la rentabilité. L'étude a été faite à la NASA. Ils ont pris un panel de personnes, ils leur ont autorisé les siestes dans la journée, ils se sont rendus compte que les gens étaient bien plus performants au travail, 35% de performance en plus, ce qui est quand même considérable dans le milieu du travail, quoi. Ça diminue le stress aussi, par la diminution de la synthèse des hormones du stress. Ça augmente les performances musculaires et intellectuelles d'environ 20%, ce qui explique effectivement que les sportifs de haut niveau font la sieste, font une longue sieste parfois avant une compétition, parce qu'ils vont finalement recharger leur batterie et être plus forts dans tous les domaines au moment de la compétition. Bon, meilleure récupération musculaire et psychique, c'est toujours dans cet ordre-là. Amélioration de la créativité et diminution du risque du burn-out. Je ne sais pas, vous êtes très nombreux et nombreuses aujourd'hui. Je ne sais pas dans quel domaine vous travaillez, mais le burn-out, c'est un tsunami qui est en train de balayer toute l'économie française. Alors, on sait que on s'en occupe pas et pourtant je ne connais personne autour de moi qui ne soit pas concerné par le burn-out chez un collègue ou vraiment alors, dans le métier de l'éducation nationale, c'est un fléau. Dans les hôpitaux, c'est un fléau partout en fait. Donc le burn-out est en train d'assécher les entreprises et peut-être que la sieste, pas seulement, mais peut-être que la sieste permettrait finalement d'améliorer les choses, quoi. À bon entendeur. Alors, quand on parle de la sieste, si on a envie de faire de la sieste, c'est parce qu'il y a un risque de somnolence. Alors, cette somnolence,
c'est pas qu'une fatigue, hein. On peut être un petit peu fatigué, mais la somnolence, ça correspond à un endormissement en fait qui va être incontrôlé. Alors sur la colonne, sur la droite de du slide, sur la gauche plutôt, il y a l'échelle d'Epworth qu'on va voir tout à l'heure. Sur la gauche là maintenant, sur la droite c'est l'échelle d'Epworth. Donc la somnolence, c'est l'effet immédiat et direct du manque de sommeil, soit parce qu'on n'a pas bien dormi la nuit, soit parce qu'on a bien travaillé dans la journée, qu'on est fatigué. Alors, on l'a vu à travers les accidents, les accidents du manque de sieste, hein. Accident du travail, transport, erreur, manque de concentration. Bon, euh, tout ça, on vient de le voir, je ne vais pas revenir dessus. Et donc, cette fameuse échelle d'Epworth comporte 8 items, côté chacun de 0 à 3 en fonction du risque d'assouplissement. Alors, elle est classique, hein, on la voit dans tous les livres. Euh, la somnolence au volant multiplie le risque d'accident par 8. Je ne sais pas si vous vous rendez compte un petit peu de ce que ça peut être. Et c'est 20% des accidents mortels. Première cause de mortalité sur l'autoroute. C'est vrai que sur l'autoroute, on roule quand même relativement facilement. Il n'y a pas beaucoup de virages, il y a très peu d'animaux qui traversent, il n'y a pas de feu rouge, il n'y a pas de rond-point, il n'y a pas de trottinette, pas de gamins qui traversent. Donc en fait, on est surtout la nuit, on est dans une conduite qui est relativement sécure, même si on roule assez vite, même vite. Et donc on a tendance à s'endormir. D'autant que, et ça faisait partie d'un thème précédent, la conduite sur route et notamment la nuit va être une porte d'entrée dans un mécanisme d'hypnose et donc de somnolence. Donc on peut s'endormir en comptant les moutons et on peut aussi s'endormir en comptant sur le côté les lignes blanches. Et donc la nuit, c'est vraiment très très dangereux de conduire. Alors l'échelle d'Epworth, là, vous l'avez devant vous. Donc parmi les 8 items, il y a assis en train de lire. Est-ce qu'on a une chance de s'endormir? 0, 1, 2, 3. Quand on regarde la télévision, quand on est assis inactif, soit au cinéma, au théâtre ou en réunion. Donc là, peut-être, on va considérer que vous êtes en réunion, donc certains commencent peut-être à vouloir s'endormir. Le cinéma, bon, moi, ça m'est déjà arrivé de m'endormir devant un film quand ça m'intéressait pas. Ou plus exactement quand j'accompagnais mes enfants pour voir un film que moi ne m'intéressait pas, donc il n'y a pas de souci, on s'endort très facilement au cinéma. On peut être aussi s'endormir quand on est passager d'une voiture et c'est souvent normal, hein. C'est pour ça qu'on passe du conducteur à passager. Quand on est allongé l'après-midi, bon bah voilà, on travaille pas, c'est un jour férié, on s'allonge devant la télé, on dit tiens je vais me reposer, puis finalement au bout de 5 minutes on s'endort. Quand on est assis en parlant avec quelqu'un, donc déjà c'est un petit peu plus important, c'est quand on commence à s'endormir en parlant avec quelqu'un, c'est déjà qu'on est bien dans un mécanisme de somnolence avancé. Alors quand on est assis au calme après un déjeuner, même sans alcool, bon, d'accord. Et dans une voiture immobilisée pendant quelques minutes, bon bah ça bouge pas, ça fait 5 minutes, on commence à se mettre comme ça la coudoir ou alors contre la fenêtre, ça bouge toujours pas, on ferme les yeux en se disant bon allez c'est quand que ça redémarre et puis on s'endort. Voilà. On peut faire ça aussi en réunion très facilement. Donc globalement, vous allez calculer les points que vous avez. Si vous avez 0 point, vous n'avez aucun risque de somnoler ou de s'endormir. Si vous avez 1, vous avez un faible risque de vous endormir à cause de la somnolence. Au-dessus de 3, c'est un fort risque de s'endormir. Moi, je pense que je dois être. Bon, moi, je dois les avoir tous, hein. Donc là, je ne m'endors pas parce que je suis obligé de tenir. Mais je pense que je peux avoir tout ça, quoi. Voilà. Donc, faut pas culpabiliser. C'est une échelle qui permet justement d'évaluer son risque personnel. Mais en général, quand on s'endort en volant, on sait qu'on est dangereux. Cette échelle d'Epworth, elle est un petit peu artificielle parce que les gens, finalement, ils se rendent bien compte de leur risque de somnolence, quoi. Mais bon, vous pouvez aussi la partager autour de vous. Alors, on a vu le risque de somnolence, mais ne pas faire de sieste, donc accepter la somnolence sans se reposer, fait craindre aussi pour sa vie. Alors ça, c'est un petit peu plus surprenant, et pas simplement pour les accidents routiers, vous allez comprendre. Il y a une étude qui a été faite qui s'appelle l'étude des 3 cités, parce qu'elle a été faite à Montpellier, Bordeaux et Dijon, entre 2000, aux alentours de 2000, entre 1999 et 2001, je crois. Elle a été faite sur 9000 volontaires âgés de plus de 65 ans. On a étudié donc la somnolence diurne et donc l'absence finalement de sieste pour la contrer.
Et on s'est rendu compte qu'il y avait c'était un facteur de mortalité de 33% du risque en plus, et cardiovasculaire de 49%. Dit d'une autre manière, la personne de plus de 65 ans qui est somnolente dans la journée, soit parce qu'elle a passé une mauvaise nuit précédente, soit parce qu'elle n'a pas fait de sieste de façon systématique, eh ben, elle est plus à risque d'avoir 33% de risque de décès et de risque cardiovasculaire qui peut aussi entraîner un décès, bien entendu. Donc voilà, quand on est une personne de plus de 65 ans, dormir, c'est vivre. Ou en tout cas, dormir, c'est moins risqué d'accidents cardiovasculaires et donc de décès. Donc, il faut encourager les personnes âgées à dormir quand elles en ont envie, ou en tout cas quand c'est possible de le faire, quoi. Alors, à savoir, des siestes fréquentes dans la journée du fait d'une somnolence ou d'une fatigue chronique seraient associées à un problème cardiovasculaire. En fait, c'est pas les siestes qui en sont à l'origine, c'est la qualité du sommeil nocturne, comme je viens de le dire. C'est-à-dire qu'en fait, celui qui dort très mal la nuit, il va être somnolent dans la journée, il va faire une sieste, mais la sieste d'une demi-heure va pas remplacer les 4 ou 5 heures de veille dans la nuit. Donc on soit bien d'accord, si vous avez envie de dormir, que vous avez passé une bonne nuit et que vous avez envie de dormir dans la journée, vous le faites, vous allez diminuer votre risque cardiovasculaire. Par contre, si vous enchaînez des nuits blanches pour une raison X ou Y, le stress, une maladie chronique et tout, c'est pas la petite sieste d'une demi-heure qui va vous diminuer ce risque. Le risque, il va rester. Donc, la sieste n'est bonne que quand n'est intéressante que quand la nuit a été correcte. Si la nuit est épouvantable, vous aurez beau faire des siestes, vous allez quand même avoir les effets de la privation de sommeil. Donc, il faut dormir, il faut faire des petites siestes quand on peut le faire, mais il y a des moments où c'est plus la sieste qu'il faut faire, c'est consulter un médecin pour essayer de rétablir un sommeil de bonne qualité. Alors, quand faire une sieste? Alors, il y a une madame à douche là, qui demande s'il y a une durée à respecter pour la sieste, car on peut se sentir patraque au réveil. Ben justement, on va y venir. C'est donc une question qui tombe juste à point. Alors, on peut faire une sieste dès qu'on en ressent le besoin. Donc, vous et moi, vous ressentez le besoin. Si vous avez la possibilité de la faire, faites-la. Mais on peut aussi être dans presque l'obligation de faire des siestes, ou en tout cas avec une recommandation formelle de les faire. Par exemple, lors du travail posté ou nocturne. Si vous travaillez la nuit ou si vous travaillez à poste sur des 3-8, la sieste devient très intéressante pour récupérer et pour être en forme la nuit d'après, quoi. Alors, c'est des siestes, on les conseille entre 1h15 et 1h45. C'est-à-dire que quand vous rentrez d'une nuit de travail, vous rentrez chez vous, vous vous couchez, vous allez vous endormir, vous allez peut-être vous réveiller à midi, 11h midi, en fonction du bruit autour de vous, des enfants, etc. Vous allez manger. À 4h ou 3h30, 4h, vous allez éprouver encore le besoin de faire une sieste. Vous refaites une sieste, enfin de faire une sieste, vous allez faire une sieste d'1h45. Et puis quand vous vous levez, ben, vous partez au travail. Donc là, c'est une manière intéressante de gérer son sommeil. Ça permet de se resynchroniser plus rapidement, en fait. Si vous avez fait une nuit blanche précédente ou une mauvaise nuit, quelle que soit la raison, faites une longue sieste dans l'après-midi, ça va vous faire du bien. Alors attention, je l'ai inscrit, si vous faites une sieste d'1 heure ou 2 heures, vous risquez d'avoir du mal à vous rendormir la nuit d'après. Donc il faut quand même savoir pourquoi on dort mal. Si vous êtes un insomniaque chronique, les siestes, il ne faut pas les faire durer trop longtemps parce que vous aurez du mal, vous n'allez pas avoir votre pression du sommeil le soir et vous allez vous sentir complètement réveillé à 2 heures du matin, alors que normalement vous devriez dormir. Donc il faut faire attention si on a un insomniaque chronique, récupérer dans la journée, oui, faire votre nuit dans la journée, bah, c'est pas trop conseillé non plus, quoi. Parce que le sommeil, physiologiquement, doit s'effectuer la nuit, pour des tas de raisons biologiques, hormonales. Vouloir faire son sommeil de nuit le jour, bah, certaines professions y sont obligées, notamment ceux qui travaillent la nuit, bien entendu, mais le commun des mortels, c'est quand même pas conseillé de le faire du tout, quoi. Bon, quand on a passé une nuit blanche, forcément, si on a passé toute la nuit à conduire ou à faire la fête, effectivement, faire une bonne sieste dans l'après-midi, ça ne fera pas de mal. Chez les routiers, les professionnels de la sécurité, pour toutes les raisons qu'on a dites. Chez les sportifs professionnels ou amateurs, qui s'entraînent très dur dans la journée. Chez les personnes âgées ou les seniors.
Et chez les enfants en bas âge, là, c'est systématique. De toute façon, ils en ont besoin et un enfant, même si vous ne lui imposez pas la sieste, si vous le mettez dans une ambiance calme, il va s'endormir. J'ai parlé des sportifs professionnels. On peut être un sportif amateur, faire par exemple du triathlon, s'entraîner 20 à 25 heures par semaine, sans avoir des résultats mirobolants. On aura quand même autant besoin de faire la sieste qu'un sportif professionnel qui va faire les JO. Alors, réussir sa sieste, on va arriver dans le dur de la conférence, puisque c'est là finalement que vous allez apprendre comment faire votre sieste. Alors, je vous ai mis un petit peu, pour de l'humour, quelques très mauvais conseils pour réussir sa sieste. Alors, tous les conseils que je vous ai marqués là, ils marchent très bien. Mais ce n'est pas recommandé du tout de le faire. En tout cas, pas volontairement. Mais ça marche bien. Pour faire une sieste, vous pouvez aussi boire un bon litre de whisky à midi. Vous allez voir que normalement, à 2 heures, vous allez bien, bien, bien dormir. Ce n'est pas recommandé. Voilà. Donc, quelques mauvais conseils donc à ne pas faire, mais vous comprendrez qu'en creux, vous allez comprendre comment finalement réussir une sieste. Voilà. Si vous levez très tôt le matin, pour accroître la pression du sommeil, là, effectivement, vous allez vous endormir. Donc, si vous voulez faire une sieste à 2 heures du matin, à 2 heures de l'après-midi, levez-vous à 2 heures du matin, à 2 heures de l'après-midi, la sieste, vous allez la faire. Je ne vous conseille pas de vous lever à 2 heures du matin pour avoir les bienfaits d'une sieste l'après-midi. Voilà. Si vous consommez des sucres d'assimilation rapide, les sodas, les pâtisseries, ça fait dormir. Ça fait dormir aussi au volant, parce qu'on se dit, hop, je me prends une barre de Mars et hop, ça repart. Non, avec une barre de Mars, ça s'endort. Parce que les sucres d'assimilation rapide font dormir. Donc, en plus, manger du sucre rapide pour la santé, c'est pas très très bon. Donc, je vous conseille pas de le faire. Mais quand on mange des sucres d'assimilation rapide, on va s'endormir plus rapidement, notamment quand on est au volant. Donc, évitez ça au volant, quoi. Passer une nuit blanche délibérément. Oui, effectivement, quand vous passez une nuit blanche, vous allez bien dormir dans votre sieste. Donc, je vous déconseille aussi de la faire sans raison. On peut boire de l'alcool ou consommer du cannabis, ça marche très très bien pour dormir l'après-midi. Vous pouvez même dormir toute la journée avec le cannabis, ça fonctionne parfaitement. C'est pas vraiment recommandé non plus. On peut prendre aussi des somnifères le midi. Il y en a qui prennent des somnifères ou alors des anxiolytiques le midi parce qu'ils sont stressés et puis qui ont des gros coups de barre à 15 heures, c'est normal. Prendre des antihistaminiques, alors c'est pareil, il y a des antihistaminiques quand on a des rhumes des foins et tout, qui ont tendance à rendre les antihistaminiques de première génération, les derniers de la dernière génération n'ont pas cet effet-là, mais les premiers de la première génération, ça pouvait vous rendre somnolent le matin même après la prise de traitement pour une allergie au pollen, par exemple. Donc c'est les vieux traitements antihistaminiques font dormir, les plus récents, probablement ceux que votre médecin vous a prescrit récemment, eux n'ont pas cet effet-là, quoi. Alors, on peut prendre du poids pour bien dormir. Prenez du poids, prenez 15-20 kilos, vous allez voir que la sieste, vous allez en avoir besoin parce que le surpoids, ça fait dormir. Par contre, ça fait mal dormir la nuit, mais ça fait bien dormir le jour. C'est vraiment ballot, quoi. Alors, on peut être dépressif aussi. Si vous êtes dépressif, alors là, quand on est dépressif, on a envie de dormir tout le temps. Donc, on a sa petite sieste l'après-midi et puis le soir, on ne dort pas. Donc, soyez dépressif et là, vous ferez des siestes. Pareil, je ne vous conseille pas d'être dépressif, mais plutôt de traiter votre dépression. Vous pouvez aussi ronfler la nuit ou faire des apnées du sommeil. Avec ça, vous aurez vraiment envie de faire une sieste dans la journée, simplement parce que vous serez somnolent. Donc voilà, c'est des bons moyens de faire une sieste, mais encore une fois, pas conseillé par la médecine. On va quand même vous donner des très bons conseils, parce que c'est pas le tout de vous dire de boire de l'alcool et de fumer du cannabis, mais il y a des solutions quand même médicalement plus acceptables. Alors déjà, il faut s'installer au calme. Ça, vous comprenez pourquoi. Alors, il y a des entreprises qui proposent des locaux et d'autres entreprises qui proposent carrément des tentes pour s'endormir avec de la musique dans les oreilles, le masque devant les yeux, le matelas pour s'endormir. Enfin bref, des petits endroits très douillets pour faire une petite sieste. Alors je notais une start-up qui s'appelle Nap and Up. C'est des kits d'endormissement, enfin des kits de sommeil qui sont assez chers, mais certaines entreprises ont fait le choix, notamment dans les startups, ils aiment bien ces concepts-là. Alors, il faut s'isoler du bruit, donc casque et bouchon d'oreille, et puis la lumière, donc les masques pour le sommeil, quoi. Alors forcément, votre téléphone, mode silencieux, et il ne faut pas qu'il vibre, parce que la vibration, on l'entend quasiment autant que la sonnerie. Au travail, si vous voulez faire une sieste au travail, que vous n'avez pas de quoi vous allonger, vous mettez en position semi-allongée, donc fauteuil inclinable si vous le pouvez. Ou alors sur une chaise, vous mettez confortablement les bras sur les accoudoirs, la tête penchée en avant pour qu'il y ait moins de tension au niveau du cou.
et vous mettez dans la position dite du fiacre, hein, comme les fiacres à l'époque qui conduisaient les diligences et qui finalement s'endormaient au volant, si on peut dire, avec les chevaux qui connaissaient parfaitement la route. Donc en fait, le cheval rentrait tranquillement à son écurie, et puis le fiacre s'endormait sur le truc. Donc c'est la position du fiacre, c'est celle qui amène le moins de tension au niveau du dos et du cou. Il faut fermer les yeux, bien entendu, sauf si on a un masque de sommeil, ça marche très bien. Et puis, il faut essayer de me visualiser un moment agréable. Alors, éviter de visualiser la rencontre orageuse avec le patron, ou alors les mises au point avec son conjoint le soir, parce que sinon, on va pas s'endormir avec ça. Donc, il faut essayer de faire abstraction de tout ça. On peut faire aussi quelques exercices de yoga ou de relaxation. Là, j'ai pas trop le temps pour vous en parler, mais ça marche très bien aussi. Ça vous permet vraiment d'aborder la sieste en décontraction musculaire et sans les tensions. Alors, il faut prévoir un réveil matin, forcément, ou une montre ou son téléphone pour éviter de faire une sieste de 2 heures, quoi. C'est vraiment une sieste courte. Je vais vous parler des siestes de la durée, quoi, dans quelques instants. Alors, il y a 3 ennemis jurés de la sieste. Le tabac. Alors, le tabac, ça altère la qualité du sommeil. Les grands fumeurs, ceux qui sont à plus d'un paquet par jour, ont toujours des nuits extrêmement compliquées. Ils sont irritants, plutôt irritables, parfois irritants quand ils fument en votre présence, mais surtout irritables. Ils dorment très mal, donc le gros fumeur qui est à plus d'un paquet par jour, lui, il fait pas de sieste. Il n'y arrive pas, parce que la nicotine est un excitant. Il y a aussi 8000 autres composants dans la fumée de cigarette, dont une bonne partie doivent être aussi des excitants, donc je vous conseille pas de le prendre. Et d'ailleurs, le tabac améliore les réflexes, c'est-à-dire que souvent certains utilisent le tabac pour se réveiller, c'est-à-dire qu'en fait la nicotine va donc stimuler le cerveau. Donc ça peut être utilisé par certains sportifs, une cigarette avant de rentrer sur le terrain, de manière à avoir un peu plus de réflexe, un peu plus de tonus. Donc vous voyez, c'est vraiment l'ennemi de la sieste et du sommeil en général. La caféine aussi, hein, et puis toutes les boissons énergisantes. Donc il faut éviter de les prendre parce que ça, c'est des bombes d'énergie. Donc là, vous prenez une boisson énergisante à la mode à 2 heures de l'après-midi, ben, vous dormirez pas après, quoi, c'est certain. Puis bon, ben, on a mis les sources de stress. C'est évident que si vous êtes stressé, vous aurez vraiment du mal à dormir. Alors, quel type de sieste choisir? Donc, il y a plusieurs types de sieste. Donc, il y a la micro-sieste hein, qui dure 5 à 10 minutes. Elle est très récupératrice. On ne rentre pas dans les effets néfastes qu'on verra tout à l'heure. On peut les effectuer dans les transports, entre 2 rendez-vous, quand vous êtes vraiment au calme dans un métro, dans un train. Là, vous pouvez la faire. Vous maîtrisez vos horaires, vous maîtrisez votre arrêt de métro. Donc ça, vous pouvez le faire relativement facilement. Il y a la sieste éclair, qu'on appelle aussi la power nap, 10 à 30 minutes. Alors c'est celle qui est conseillée pour le tout venant, pour tout le monde, pour moi, pour vous, dès la mesure où on ne travaille pas la nuit, quoi. Donc celle-là, voilà, on peut la faire quand on en a envie, en week-end ou sur le lieu de travail, si on en a la possibilité. Alors, il ne faut pas la faire plus de 20 minutes, parce qu'au-delà de 20 minutes, on va rentrer dans un sommeil vraiment profond, alors qu'avant, on était dans un sommeil léger qui permettait quand même d'être facilement réveillable. Là, on va rentrer dans un système de sommeil profond et le réveil risque d'être dur après 20 minutes. Donc, 20 minutes, bon, on n'est pas tous égaux, mais 20-25 minutes, c'est vraiment le bon temps de sommeil. Il y a la sieste royale au-delà d'une heure. Alors celle-là, on l'a vu, hein, c'est du sommeil profond. Là, on est vraiment dans du sommeil pur et dur. C'est réservé à ceux qui travaillent la nuit ou en travail posté. Elle s'accompagne donc d'une inertie au réveil, c'est-à-dire que quand on se réveille d'une longue sieste, on est un petit peu vaseux pendant 5 à 10 minutes, comme quand on peut se réveiller le matin. Ça veut dire que si vous devez prendre le volant juste après que vous étiez sur une heure d'autoroute, vous avez fait une sieste d'une heure et demie, vous vous réveillez, vous démarrez le contact et vous roulez, vous allez être dans une forme de flou cérébral, de torpeur qui est dangereuse. Donc moi je vous conseille, si vous êtes adepte de cette sieste-là, avant de démarrer le moteur et de reprendre la route, de sortir, d'aller marcher un petit peu, de boire un coup, un peu de flotte, un peu d'eau, et de reprendre le volant, mais pas dans la seconde qui suit de démarrer, quoi. C'est extrêmement mal. Vous pouvez sortir, faire des étirements si ça vous fera du bien. Il y a la sieste polyphasique. Alors ça, c'est un découpage du sommeil en plusieurs siestes. C'est ce que fait Cristiano Ronaldo, c'est ce qu'ont fait les navigateurs au long cours. C'est ce que moi, personnellement, je fais aussi. Donc, c'est une forme, au lieu de faire vos 7 heures de sommeil dans la nuit, vous allez avoir des petites nuits à 4, 5 heures, 6 heures, ou dormir de 10 heures du soir à 1 heure du matin, lire de 1 heure à 4 heures, vous recoucher de 4 heures à 7 heures, et vous réveillez parfaitement reposé parce que vous avez suivi votre rythme de sommeil.
Il y en a une cinquième que j'ai pas citée, c'est la sieste crapuleuse. Mais bon, celle-là, c'est à vous de voir. Alors, il y a les trois inconvénients, parce qu'il y a quand même des inconvénients pour la sieste. C'est donc ce qu'on a vu, c'est ne pas pouvoir s'endormir le soir si la sieste a été trop longue. Effectivement, si vous dormez 2 heures dans l'après-midi et que vous n'êtes pas en travail posté, eh ben, le soir à 10 heures, 11 heures, minuit, vous n'aurez toujours pas envie de dormir. Donc vous allez décaler votre sommeil, vous allez vous endormir tard pour vous réveiller tôt parce que vous allez au travail et là vous allez être en manque de sommeil. Donc les siestes longues, c'est vraiment éventuellement le week-end quand la semaine a été épuisante, mais pas de façon systématique. Sinon, bah, c'est l'inertie du sommeil, du sommeil, comme je vous en ai parlé, à savoir cet état un petit peu vaseux. Donc ça aggrave l'insomnie aussi, forcément, hein. Quand on a besoin de 7 heures de sommeil ou de repos par jour et qu'on en met 2 heures dans une sieste, bah, il en restera que 5. Et donc, vous ne vous endormirez pas à l'heure habituelle. Donc, il faut gérer un petit peu son temps de sommeil en fonction de ça. C'est terminé, donc certains se sont bien endormis, vont maintenant se réveiller. Et là, je regarde un petit peu. Alors, je vois dans la barre de chat, il y a des gens qui disent de Qigong. Très bien, bah oui, tous ces exercices de relaxation. Il y a l'auto-hypnose. Certains vont prendre aussi des herbes pour les rendre un petit peu moins anxieux. Tout ça, ça marche très bien. On regarde un petit peu vos messages. Comment limiter le temps de sieste? Alors, Madame Méléton, bah oui, Madame Méléton, utilisez un réveil. Vous pouvez faire aussi ce que faisait Einstein. Il s'endormait sur son fauteuil avec un trousseau de clés dans la main. Il mettait sa main en pendant, et quand il s'endormait, quand il rentrait dans le sommeil profond, il y avait un relâchement musculaire, le trousseau de clés tombait par terre et il se réveillait avec le bruit. Voilà. Donc, vous pouvez faire comme Einstein. Alors, combien doit-on faire pour Madame Cholot? Combien doit-on faire de siestes? Eh ben, on fait autant de siestes qu'on a envie. De toute façon, c'est jamais inintéressant de suivre ce que son corps vous impose. La douleur, ça sert à mettre en alarme. La somnolence, ça sert aussi c'est une forme d'alarme qui vous dit tu es fatigué, tu dois te reposer. Donc, si vous avez besoin de faire 5 siestes dans la journée, peut-être. Mais quand on a 5 siestes dans la journée, c'est que probablement le sommeil nocturne n'est pas de bonne qualité. Donc, il faut aussi s'occuper de ça, quoi. Il paraît que boire. Alors, attendez. Moi, je m'endors pendant des conférences dans la journée. Ben, c'est exactement ce que je ferais moi si j'étais à votre place. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Alors, attendez. Il paraît que boire un café. J'arrive pas à la citer. Boire un café avant la sieste, ça aide à s'endormir. Si c'est du déca, ça n'aura aucun effet. Si c'est du café caféiné, bah non, ça va vous donner des palpitations, ça augmente le rythme cardiaque, ça augmente la vigilance. Donc non, c'est pas un ennemi, c'est pas un ami de la sieste. Alors, il faut éviter la sieste quand on souffre. Alors, je ne sais pas de quelle maladie. Quand on a une maladie chronique, qu'on est atteint d'un cancer, d'une maladie inflammatoire, on est fatigué, donc la sieste est importante pour récupérer, parce qu'on a besoin d'être en forme pour lutter. Et donc, si, il faut faire des siestes quand on est fatigué et quand on est dans un traitement lourd, effectivement, les siestes sont très, très recommandées. Voilà. Comment favoriser l'endormissement? Vous n'avez pas besoin de favoriser l'endormissement, il vient tout seul. Ou alors vous mettez devant Joséphine Ange Gardien, ça vient aussi très rapidement. Non, l'endormissement, ça se maîtrise pas, hein. Il arrive quand il doit arriver. Malheureusement, parfois il arrive au mauvais moment. Mais vous pouvez pas favoriser l'endormissement. L'endormissement, c'est votre cerveau qui va donner le top départ. Vous pouvez rien faire d'autre, si ce n'est que vous mettre dans un endroit calme et attendre qu'il arrive. Y a-t-il une durée à respecter pour la sieste? Bon, bah voilà, Madame Adouche, oui, il y a une durée, il ne faut pas dépasser 20-30 minutes. Sinon, bah, on n'est pas trac au sommeil, au réveil, comme vous l'avez parfaitement dit. Sur certains sites chez Harmonie Mutuelle, il existe des salles de sieste. Bah, écoutez, je vais aller travailler là-bas, ça m'intéresse. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Avec Derrick, on s'endort très vite. Effectivement, avec Joséphine Ange Gardien et certains matchs de l'équipe de France de football, notamment contre l'Allemagne. Là, on dort très 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 bien. Doit-on résister quand nous prenons le train? Beaucoup de voyageurs dorment dans le train. Le train, quand vous êtes côté fenêtre, vous mettez la tête contre la vitre, vous voyez défiler les poteaux, de temps en temps des vaches, de temps en temps des maisons. Et en fait, ça va avoir un effet
d'endormissement, qui est un mécanisme d'auto-hypnose. Au lieu de compter les moutons, vous allez compter les poteaux téléphoniques, sauf que les poteaux ne bougent pas, les moutons oui. Donc effectivement, c'est un effet d'entraînement, plus le ballottement sur les rails, tout ça concourt à ce qu'on s'endort très très facilement en train. Là, franchement, très facilement. Boire une tisane, de la camomille, du tilleul ou verveine, tout à fait, on peut dormir avec ça. Alors bon, c'est pas aussi efficace que les somnifères, on est d'accord, mais ça peut amener une forme de relaxation. Je regarde encore. Qu'est-ce que vous a donc fait, Joséphine? Non, je regarde rien du tout. Je vais même vous dire, je ne regarde pas, donc comme ça, je ne dors pas devant. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Écoutez, je pense que toutes les questions ont été posées. Alors, il y a Mademoiselle Mébarki qui demande combien d'heures de sommeil pour un senior. Alors, alors, senior, ça dépend. Si vous voulez me fâcher, vous allez dire à partir de 50 ans. Si vous voulez moins me fâcher, vous allez dire à partir de 60. Mais globalement, on considère qu'à partir de 65 ans, on a besoin de sommeil nocturne. Je parle de 6h30 à peu près. Parce qu'en fait, on a une activité qui est souvent physiquement moindre, psychiquement moindre, pas chez tout le monde bien entendu, mais chez beaucoup. Et surtout, on va synthétiser beaucoup moins de mélatonine. La mélatonine, c'est l'hormone du sommeil. On en fabrique, mais vraiment beaucoup moins quand on était plus jeune. À 80 ans, on en fabrique très très peu, ce qui fait qu'en fait, mécaniquement, on dort moins. Plus on vieillit, moins on dort longtemps. Enfin, moins on a d'heures de sommeil. Par contre, plus on vieillit, plus on s'endort tôt et on se lève tôt. Donc, un senior qui s'endort à 8 heures du soir, il est tout à fait logique qu'à 2 ou 3 heures du matin, il se réveille en parfaite vigilance. C'est aussi un gros problème dans les EHPAD, c'est-à-dire qu'en fait, dans les EHPAD, on veut faire dormir les gens très tôt parce que il y a un problème de personnel et tout. Et en fait, on fait dormir les gens tôt, mais les gens ils se réveillent très très tôt dans les EHPAD et il faut les occuper. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour ne pas les occuper? On leur donne des médicaments pour dormir. Donc, en fait, on oblige les gens à dormir 10 heures, alors que normalement, physiologiquement, avec 6 heures, ils auraient leur compte. C'est un autre débat. Alors, pourquoi on ne s'endort en sieste, pas en sieste, malgré des signes d'endormissement devant la télé? Peut-être parce qu'il y a un manque de relaxation et qu'on ne se laisse pas aller à le faire. On ne l'a pas dit tellement au début, mais on va le dire. Ça reste quand même assez tabou. Des gens qui disent je fais la sieste, on va les prendre pour des feignants. Moi, je fais beaucoup de siestes parce que j'ai décidé de ne pas suivre les heures de sommeil dictées. Donc moi, je dors quand j'ai envie. Ce qui fait qu'à 9 heures du soir, je peux déjà être en train de dormir. À minuit, je me réveille en pleine forme, je lis, je travaille. Alors c'est sûr, je ne vais pas tourner la pelouse à 2 heures du matin, mais moi j'ai décidé de dormir quand j'en avais envie. Comme je travaille chez moi, c'est plus pratique. Et quand on dort, quand on en a envie, on se sent tout le temps en pleine forme. Parce qu'en fait, on n'a pas le temps d'être... on ne subit pas la somnolence, puisque dès qu'on est somnolent, on s'endort. Donc on s'endort dès qu'on en a envie, et on vit beaucoup mieux. Je suis d'accord, c'est absolument pas compatible avec une vie de travail de 9 heures du matin à 17 heures. Non, c'est pas compatible en fait avec la vie professionnelle. Mais c'était compatible avec la vie des hommes des cavernes qui dormaient quand ils en avaient envie, qu'ils allaient à la chasse quand ils voulaient, notamment la nuit. Voilà, donc c'est comme ça, quoi. Mais je ne suis pas un homme des cavernes. Et Daniel, nous avons aussi une question qui remonte dans le fil. Est-ce Voilà. grave ou est-ce que cela présente un risque de santé quand on dort beaucoup, c'est-à-dire une nuit complète, plus sieste de 2 heures et parfois quelques mini-siestes? Alors, c'est pas tellement ça qui est un risque, c'est de savoir pourquoi on dort autant, quoi. Alors après, il faut se demander quelle est la qualité du sommeil nocturne. Il y a par exemple des gens qui font des apnées du sommeil, qui ont l'impression d'avoir une nuit parfaitement bonne, alors qu'ils ont fait 500 et 800 apnées du sommeil dans la nuit, qui seront fatigués toute la journée et qui vont dormir dans la journée. Ils n'auront pas ce sentiment de nuit hachée, de nuit pourrie, comme on dit, mais par contre, ils vont dormir tout le temps dans la journée. Donc, il y a des gros dormeurs qui ont besoin de 9 heures de sommeil la nuit. Il y a des dormeurs moyens, c'est 7h30, quoi, 7h30, 8 heures. Toute génération confondue, bien entendu. Mais celui qui dort autant que ça, il faut se poser la question de savoir s'il n'a pas non plus une pathologie qui est en train d'évoluer. Les gens qui sont tout le temps fatigués, qui dorment la nuit, qui dorment le jour, ils peuvent avoir des pathologies graves. Donc, il faut peut-être faire un bilan aussi, quoi.
Donc c'est pas grave c'est pas tellement le fait de dormir qui est grave, puisque le sommeil c'est intéressant, c'est le fait d'avoir pourquoi on a envie autant de dormir, et c'est là qu'il faut chercher. Et peut-être on ne trouvera rien d'ailleurs, hein. Alors je remonte le fil, je vois pas, je vois des bonsoirs et des bonjours. Donc vous voyez, non, mais je pense que qu'il y a encore une dernière question. Car je constate encore une fois que l'auditoire est essentiellement féminin. Et toutes les conférences, sommeil, hypnose, tout ça, c'est féminin. À croire que les hommes n'ont pas de soucis. Ça me surprend parce que les troubles du sommeil, il y a beaucoup plus de troubles du sommeil chez les femmes que chez les hommes, pour plein de raisons, notamment hormonales. Mais les hommes aussi ne sont pas exempts de problèmes aussi, hein. Alors, est-ce que prendre un complément en mélatonine est utile? Alors, c'est utile pour la nuit, mais pas pour la sieste. Donc, on sort un petit peu du débat. Effectivement, ça peut être intéressant de prendre un complément alimentaire de mélatonine. Mais bon, la mélatonine, c'est surtout pour les gens les navigants, qui sont en jet lag, pour certains métiers de la nuit aussi. Alors, la sophrologie, bah oui, la sophrologie, ça aide à dormir. Bon, bah écoutez, bon, veuillez m'excuser auprès de Joséphine Ange Gardien, ça ne recommencera pas. Bah, écoutez, je pense que oui, il y a un monsieur qui dit non, non, il y a des hommes aussi. Bah oui, il y en a un ou deux, mais on n'est pas nombreux sur cette conférence, c'est vrai. Bah, je vous laisse. Alors, c'est très intéressant ce que dit Madame Sanson, là. Mieux on dort, meilleure est notre mine. Et oui, effectivement, parce que dans les 3 ou 4 premières, alors là, on n'est pas dans la sieste, on est dans le sommeil nocturne, entre 10 heures le soir et minuit, c'est-à-dire dans le premier wagon de nuit qu'on a vu tout à l'heure au niveau du petit train, là, c'est là où on va sécréter, enfin, on va être le plus en sommeil profond, et c'est dans ces heures-là, les premières heures, qu'on va sécréter toutes les hormones et les enzymes de récupération cutanée. C'est-à-dire qu'une personne qui a une très mauvaise nuit, quand elle arrive au travail, les gens le voient tout de suite en disant « Oh, toi, tu as mal dormi ». Pourquoi? Parce qu'on a des poches sous les yeux, parce qu'on a les traits tirés, parce qu'on a manifestement des symptômes d'une mauvaise nuit. Ça se porte sur le visage. Et ça se porte sur le visage parce que probablement on n'a soit pas dormi la nuit, soit on s'est couché très tard à 4 heures du matin pour se lever à 6 heures. Donc c'est très important d'avoir les premières heures de la nuit. Les grands-mères disaient que les premières heures de la nuit comptaient double. En fait, c'est pas qu'elles comptent double, c'est que c'est pendant ces premières heures qu'on va sécréter toutes les hormones de récupération physiologique. Et chez les enfants, c'est là qu'on sécrète l'hormone de croissance. Donc, un enfant qui veut grandir pour faire du basket, eh ben, il faut qu'il dorme. Et pas qu'il dorme à 3 heures du matin, qu'il dorme à 9 heures. Voilà. Bon, il y a le sport aussi. Bon, bah oui, le sport. Le sport, c'est l'antidote à tout. Le seul inconvénient du sport, c'est les blessures. Mais pour tout le reste, c'est très intéressant. Je vous rends la main, Sabrina. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, Daniel, pour cette conférence. Pardon. Je remercie tous les gens qui ont suivi cette conférence et qui ne se sont pas endormis. C'est mieux. Donc, nous allons pouvoir clore cette rencontre. Merci à tous et à toutes pour votre participation et ces échanges. Merci également de noter ce webinaire via le questionnaire qui va s'afficher. Il va nous permettre d'adapter au mieux nos rencontres à vos besoins. Le lien d'inscription pour les prochaines conférences est disponible dans le fil de discussion et quant au replay du webinaire, il va vous être adressé par mail dès la fin de cette rencontre. Donc, je vous rappelle également qu'une documentation qui est en lien avec la thématique est directement téléchargeable depuis la touche Apps en bas à droite de votre écran. On vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. À bientôt. Au revoir. À bientôt.